Alors, Jean-Baptiste Guigan, bonjour. Alors, on a la chance de vous recevoir à la Société de Géographie parce que vous avez une activité éditoriale particulièrement riche. Vous venez de publier 2 livres. Le premier, Révolution Mbappé avec Clément Pernia. Le deuxième, La guerre du sport avec Lucas Aubin. Alors, on voudrait mettre à la Société de Géographie l'accent peut-être sur le deuxième. Donc, la guerre du sport, alors, de manière très naïve peut-être, je pensais que le sport était surtout une manière de rapprocher les hommes, de rapprocher les peuples. Alors, pourquoi un tel titre ? On a choisi la guerre du sport, d'abord parce que le sport aujourd'hui, c'est plus que de la culture, c'est plus que du jeu. C'est aujourd'hui le meilleur moyen de comprendre les relations internationales. C'est aussi non pas un simple instrument de soft power, mais un instrument qui révèle la puissance dure des États. C'est le meilleur moyen de les classer. C'est surtout le plus visible et le plus partagé. Et puis, si on est très simple, le sport c'est la chose la mieux partagée au monde. Avec le Covid, si on regarde sur la dernière décennie, aujourd'hui, si vous voulez toucher la moitié de l'humanité, c'est par l'événement sportif que vous allez pouvoir le faire, d'où l'investissement des États. Et ça s'inscrit aujourd'hui avec le retour de la guerre, justement dans une perspective où on pensait que le sport y avait sa place. Et quand on voit ceux qui s'y expriment, ceux qui y investissent, on est tout à fait là-dedans. La guerre du sport est une réalité. Ne pas le voir, c'est penser comme dans les années 90, c'est éviter de regarder le réel. Alors on vous a aussi invité sur la chaîne de la Société de Géographie parce que les JO arrivent, donc dans moins d'un mois et demi désormais, ils vont être une réalité pour beaucoup de Franciliens et de Français. On a parlé géopolitique, on a parlé sport, on parle Jeux Olympiques. Justement, ils sont de plus en plus pointés du doigt comme étant peut-être les Jeux Olympiques les plus géopolitiques, voire politiques de l'histoire. Alors, quels sont justement les risques géopolitiques qui planent au-dessus de leur organisation et de leur fonctionnement ? Alors déjà, les Jeux de Paris sont les Jeux qui, depuis la fin de la guerre froide, vont cumuler le plus de peurs potentielles et le plus de rapports de force. On a le retour de la guerre avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, on a la réactivation du conflit israélo-palestinien, on a la question de la guerre au Yémen qui mobilise les Émiratis et les Saoudiens, et on a aujourd'hui plus d'une 60aine d'États qui sont en situation de conflit ou de tension. Donc littéralement les relations internationales sont au cœur des Jeux. Et tout ça, ça va se passer à Paris. Pourquoi aujourd'hui on peut considérer que ces Jeux sont géopolitiques et quels sont les enjeux ? C'est d'abord le fait qu'avec ces Jeux, on va voir la place de la France sur la scène internationale. Ce que joue la France aujourd'hui, c'est sa crédibilité. C'est montrer qu'elle est capable d'organiser ce type d'événement. Et en même temps, c'est finalement son rang qu'elle est en train de défendre. Donc dans un moment où le sport se désoccidentalise, dans un moment où on remet en cause la place justement des puissances occidentales, a fortiori européennes, la France va avoir la chance de montrer qu'elle compte encore. À l'échelle internationale, ces jeux sont aussi les jeux qui vont charrier le plus d'enjeux de représentation. L'humanité entière va regarder, on sait que ce sera l'événement le plus suivi de l'histoire de l'humanité en attendant les Jeux de Los Angeles 2028. Ça veut dire que tout ce qui va s'y passer va bénéficier d'une caisse de résonance médiatique ultime. Littéralement, tout événement qui sera politique ou géopolitique à cette occasion-là franchira le mur du son médiatique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que toute revendication, par exemple ukrainienne, palestinienne, sera entendue, démultipliée. Toute action d'ingérence verra son impact et son efficacité décuplés. Et puis on verra aussi la question de la sécurité. Si vous êtes aujourd'hui un acteur terroriste, si vous êtes une ONG, si vous êtes un acteur politique national qui veut se faire entendre et finalement se faire connaître, les Jeux sont finalement la vitrine idéale. Et puis si vous êtes un acteur qui a envie de déstabiliser le pays organisateur et de montrer qu'il est présent alors qu'il n'est pas invité, je pense à la Russie, c'est le meilleur moyen de faire. Aujourd'hui, les Jeux Olympiques, ce sont finalement la meilleure des occasions pour rassembler l'humanité, mais aussi concentrer les problèmes en un seul endroit. On va cristalliser tous les problèmes du monde sur une ville, cette ville c'est Paris, et ça va être à la France d'assumer, et on verra la suite du feuilleton en espérant que l'issue soit favorable. Alors vous avez justement parlé d'ingérence étrangère, de risques terroristes, etc. De plus en plus, on a une petite musique qui prend de plus en plus d'écho sur justement les JO seraient une cible pour des acteurs géopolitiques de différents types. Alors justement, quels sont ces acteurs et pourquoi est-ce que les JO sont considérés comme une cible ? Au
regard de l'importance politique pour l'État français, de ce que ça représente sur la scène internationale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous mobilisez à la fois 3,5 milliards de personnes et en même temps, vous rassemblez le monde entier. Tout ça pendant 2 semaines, vous avez la vitrine idéale. Nous, on parle d'avant-scène des relations internationales. Si vous voulez exister, c'est par les jeux que vous allez le faire, c'est par le sport, et les jeux étant la première manifestation, c'est là où il faut être. Pourquoi il y a finalement avec ces jeux autant de préoccupations légitimes ? C'est parce que ces jeux vont concentrer finalement toutes les peurs. Moi je parle de somme de toutes les peurs, pour une raison très simple, vous avez la question terroriste qui a été réactivée. On a vu Daesh menacer les quarts de finale de la dernière Ligue des Champions. Même si c'était de la communication, le risque a été réactivé, alors qu'on l'avait objectivement mis au second rang. Vous avez la question des terroristes isolés, donc de l'acte isolé qui est susceptible d'avoir un vrai retentissement et accentuer l'image d'insécurité de l'Hexagone. Vous avez la question des cyberattaques. À Tokyo, on a compté 4 milliards d'opérations touchant l'organisation des Jeux. Aujourd'hui, les services vous expliquent qu'on peut prétendre à au moins 8 milliards d'opérations de déstabilisation. Le nombre est considérable, il a été accru par l'IA. Et aujourd'hui, c'est un vrai enjeu. Alors ces cyberattaques, elles vont aller à la fois sur les équipements, elles vont être aussi sur l'organisation, sur le chronométrage, sur la billetterie. Et donc c'est autant aujourd'hui de moyens de montrer que la France n'est pas en capacité de répondre aux attentes internationales. À côté de ça, vous avez les opérations plus classiques d'ingérence locale. Ça va passer par des choses qu'on a pu voir récemment. C'est les cercueils qui ont été installés sous la Tour Eiffel. On est sur de l'ingérence probablement russe. C'est toutes les campagnes de désinformation qui sont parties de l'Azerbaïdjan. Et la première a ciblé les Jeux, montrant avec des images qui réunissaient pêle-mêle les gilets jaunes, les émeutes urbaines, et donc tout ce que la France a traversé depuis 5 ans, concentré pour montrer que la France était inhospitalière. Toutes ces campagnes de désinformation, elles fonctionnent. Elle est reprise aussi par l'ensemble des extrêmes droites internationales et notamment européennes. On a vu par exemple des champions de MMA se positionner en expliquant que la France était un territoire qui n'était pas sûr. Or, on n'est pas encore littéralement au Far West. Toutes ces opérations-là, elles concentrent les peurs. Et puis vous avez d'autres risques qui existent. C'est le risque organisationnel. Vous pouvez être face à une catastrophe en termes de transport. Ceux qui pratiquent la ligne 9 et la ligne 13 savent de quoi je parle. Outre la question des transports, il va y avoir la question de la canicule, si elle a lieu, qui rajoute un élément en plus. Et puis vous avez la question réputationnelle. Le risque réputationnel est fort. Si la France reste le premier pays touristique mondial, elle joue son attractivité et son image sur ce type d'événement. Et tout accroc finalement serait démultiplié. Et puis à l'échelle des acteurs politiques, ces derniers jouent leur suite de carrière. Pour Emmanuel Macron, c'est littéralement la suite du mandat et donc son héritage. Pour le ministre de l'Intérieur, c'est la poursuite d'une carrière politique à l'échelon national. Et puis un échec en France en 2024 aurait un impact sur la politique d'accueil finalement des Jeux, puis il faudrait trouver des responsables. Et souvent, quand on veut trouver des responsables, on va chercher loin et large. C'est jamais bon pour une société. Donc la réussite, c'est ce qu'on veut. Et si on cherche la question des acteurs potentiels, ceux qui peuvent déstabiliser l'événement, d'abord on a évidemment la Russie, qui arrive en ligne de compte parce qu'elle a tout intérêt à déstabiliser l'Europe et à fortiori la France au regard de son activisme diplomatique et militaire. Elle a aussi besoin de se servir de l'événement pour montrer qu'elle existe alors qu'elle n'est pas invitée. Il y aura les Ukrainiens qui seront présents et qui donc vont pouvoir faire entendre leur voix, donc elle essaiera de peser et de proposer un contre-récit. À côté de ça, vous avez des acteurs qui se sont engagés aussi ces derniers temps. Vous avez par exemple l'Azerbaïdjan, qui a très modérément goûté l'interventionnisme français dans la question du conflit au Haut-Karabakh contre l'Arménie. Et donc on a déjà vu 2 opérations de désinformation, la première ciblant les Jeux, la deuxième la Nouvelle-Calédonie. Vous avez des acteurs qui sont aussi des acteurs africains qui peuvent être sous influence et qui peuvent faire entendre une voix discordante parce que le modèle démocratique d'une société ouverte et inclusive ne convient pas finalement à énormément de sociétés. Et puis vous avez aussi des acteurs terroristes plus traditionnels ou qui sont liés à cette mouvance terroriste-là.
Donc évidemment on pense à Daesh, mais on pense aussi finalement à tous les acteurs qui pourraient être reliés à l'islam radical terroriste. Et puis on n'est pas à l'abri non plus d'autres types d'activisme, c'est-à-dire des organisations comme Extinction Rebellion, qui profiteraient de l'événement pour finalement avoir une vitrine qu'ils n'ont pas avec leurs opérations de communication. D'autres acteurs auront probablement intérêt à se faire entendre, et là on peut imaginer énormément d'actions individuelles ou mobilisant des réseaux extrêmement fins, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Ces questions se posent. Aujourd'hui, la question de l'insécurité, en tout cas de la sécurisation plus exactement des jeux, est l'enjeu majeur. Ça inquiète au plus haut point et au plus haut niveau, et on a une mobilisation comme rarement on l'a eu dans le pays, parce qu'on n'a pas le choix, ces jeux, il faut les réussir. Alors justement récemment avec votre co-auteur Lucas Aubin, vous donniez une interview au quotidien Le Monde dans lequel vous montriez, enfin vous expliquiez comment est-ce que les JO et puis le sport en général étaient un laboratoire pour évaluer l'état des rapports de force dans le monde. Alors qu'est-ce que le sport nous apprend sur la géopolitique ? Déjà, le fait d'être invité à la fête, ça veut dire que vous existez en tant qu'État et que vous êtes reconnu. La Palestine, par exemple, va être présente avec des athlètes, non pas dans le cadre d'un État, mais dans le cadre d'un comité national olympique, qui paradoxalement n'a pas de problème avec le comité national olympique israélien. Donc au sein du CIO, c'est possible de faire venir des acteurs d'États non reconnus. Après, il y a ceux qui sont exclus, ceux qui ne peuvent pas participer à la fête. C'est le cas de la Russie. La Russie, si elle envoie des athlètes, parce qu'il y en a qui sont sélectionnés, qui ont fait les minima, avec la Biélorussie, ce sont finalement des acteurs qui vont être invités, mais qui ne pourront pas mettre en avant leurs symboles nationaux. Donc ils ne pourront pas tirer profit de l'événement. À côté de ça, vous avez les acteurs qui ne seront pas du tout présents parce qu'ils ne seront pas en capacité d'envoyer finalement des sportifs. Et là, ils sont très peu nombreux, mais vous avez quelques États, par exemple, qui vont peiner à pouvoir envoyer des athlètes. Il y a des États en guerre aussi. Donc vous avez déjà une cartographie de ceux qui sont invités ou pas à la fête. Après, il y a ceux qui sont capables d'organiser. La France est dans ce cas-là, elle organise les Jeux de Paris, au même titre que Los Angeles en 2028. Et pour ça, il faut remplir un certain nombre de critères. Des critères économiques, évidemment, des critères organisationnels, être capable de répondre à un cahier des charges international qui est extrêmement exigeant, coûteux, parce que c'est plusieurs milliards d'euros qui sont engagés. Et il faut être capable de convaincre ceux qui votent. Et en l'occurrence, là, vous devez, pour les Jeux, convaincre non pas quelques acteurs isolés, mais au moins la moitié des fédérations olympiques de la bonne tenue, finalement, et de l'intérêt de votre candidature. Et aujourd'hui, même si les modalités de désignation ont changé, vous devez avoir un certain niveau de puissance. C'est-à-dire que demain, le Burkina Faso ne serait pas en capacité de pouvoir organiser les Jeux. Donc c'est un révélateur de puissance économique, c'est un révélateur de votre capacité diplomatique. C'est aussi un révélateur quand vous gagnez des médailles ou quand vous êtes en capacité d'être dans les phases finales, de votre capacité à construire votre jeunesse, à la former et à la faire performer. Donc c'est un révélateur de la puissance scientifique, mais aussi de votre capacité à avoir et à atteindre un certain niveau éducatif via le sport. Et puis après, vous avez toutes les problématiques qui sont liées à la valorisation de votre territoire. Des sportifs africains capables de performer par exemple sur les sports de neige, il y en a peu. D'abord parce que les équipements ne sont pas présents en Afrique, et surtout à ce moment-là ne sont concernés que les diasporas. Donc vous avez aussi ce révélateur-là. C'est tous les fondamentaux de la puissance qui sont en jeu. S'en rajoute finalement un dernier qui est lié au soft power, c'est la puissance de l'image. C'est la puissance finalement qu'offre le sport comme caisse de résonance. Et à ce moment-là, quand vous organisez les Jeux, il y a un vrai enjeu de nation branding, c'est l'image de marque que vous donnez, la capacité à vendre votre pays, mais aussi un enjeu de valorisation nationale, de nation building, la capacité à créer de la cohésion et de l'unité nationale. Or ça, par définition, c'est compliqué. En France, aujourd'hui, faire l'unité sur des sujets dans une société aussi polarisée que la nôtre, c'est loin d'être une évidence. Et on attend ça aussi des Jeux. C'est un élan collectif, c'est voir des Parisiens qui sourient. C'est suffisamment rare pour être souligné. Et c'est ça aussi qu'on attend des Jeux, c'est des images, un élan collectif, l'ébauche d'une société capable de vivre ensemble. Et ça, c'est les Jeux qui l'offrent. Et puis, il y a la dernière dimension, et celle-là, on en parle peu, c'est la dimension liée au sharp power. C'est la capacité de déstabilisation. Ces Jeux sont aussi l'occasion de montrer qu'on est capable d'y résister. Mais aussi, ce sont des manifestations avec les Coupes du Monde où vous êtes attaqué parce que vous attirez l'attention et parce que vous vous positionnez à l'échelle mondiale. En clair, les Jeux, c'est le meilleur moyen de voir
comment s'organisent les relations internationales, les zones de tension, quelles sont les relations de proximité, la mise en scène qui est faite de vos acteurs les plus proches, notamment en tribune officielle, mais aussi dans les gradins. Et c'est tout ça qui va être surveillé, qui va être scruté de près. On l'avait déjà vu avec le Qatar en 2022. Là, les Jeux de Paris 2024, ça va être un cran dessus. On n'a jamais vu ça depuis la guerre froide. C'est peut-être aussi ça qui nous inquiète. C'est qu'il y a beaucoup trop d'enjeux aujourd'hui pour une simple manifestation que certains résument encore simplement à du sport. Alors dans votre dernier ouvrage et puis dans les ouvrages précédents aussi, notamment celui qui était sur le sport au Qatar, enfin c'est celui qui m'avait le plus marqué, vous insistiez justement sur cette dimension du sport comme outil de rayonnement, outil d'influence pour certains pays. Alors ma question elle est assez simple, est-ce que cette utilisation politique du sport, finalement, c'est une sorte de cerise sur le gâteau pour des pays qui seraient déjà des puissances au sens traditionnel du terme, ou est-ce qu'au contraire, le sport permet à certains pays, alors soit de se créer une image de marque, soit au contraire de réussir à mettre le pied dans la porte sur la scène internationale pour ensuite promouvoir ses intérêts? Au cœur de la guerre de l'information, c'est-à-dire au cœur de ce monde hyper connecté où l'image compte plus et s'efface aussi vite finalement qu'on l'a construit, on a besoin de figer des représentations. Les États ont besoin d'ancrer leur identité pour les leurs, mais aussi pour l'extérieur. Le sport a cette faculté à toucher largement et de manière émotionnelle, là où finalement le cinéma ne touche plus, là où les séries sont quand même très fragmentaires dans leur impact et où la culture au sens large a montré non pas son inefficacité, mais plutôt ses limites. Le sport a encore cette faculté à rassembler. Pour des puissances traditionnelles établies, comme c'est le cas de la France, c'est aussi l'occasion de rappeler qu'on est présent et de renouveler les représentations. Parce qu'aujourd'hui, la France, qu'est-ce que c'est? C'est les émeutes, c'est les attentats, c'est l'insécurité, c'est beaucoup de discours anxiogènes, et puis c'est une agitation politique dans nos assemblées qui, à un moment donné, ne montre pas la meilleure image de nous-mêmes. Alors qu'on a des performances économiques rarement égalées depuis 20 ans. Donc on est dans un contexte où on doit travailler sa représentation. Donc là, on est dans de l'image de marque. Pour de nouveaux acteurs qui sont finalement des outsiders, c'est le cas des pays du Golfe, c'est l'occasion littéralement de mettre le pied dans la porte, mais de faire un bond, de sortir de la masse. Parce que d'un coup d'un seul, le monde entier vous regarde. Alors avec ses limites, ce qu'on appelle le soft disempowerment, c'est la capacité finalement à attirer chez vous des journalistes qui vont fouiller et donc sortir ce que vous n'avez pas envie de voir. En tout cas de faire connaître au reste du monde. Donc aujourd'hui, cette dimension liée au sport, elle est fondamentale pour les États. Et pour les États qui sont en marge ou en difficulté, ou qui sont finalement des acteurs plutôt conflictuels sur la scène internationale, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie ou d'autres acteurs à l'échelle continentale, le sport va être un formidable outil pour modifier les représentations et contrôler le récit qu'on fait de vous-même. Donc on a plutôt intérêt à être présent, à se faire entendre. Et donc dans cette bataille de l'information aujourd'hui, le sport est l'une des armes les plus efficaces parce que c'est une arme de diffusion massive. C'est une arme surtout qui va être capable de toucher la totalité des classes sociales sans distinction, avec une image qui a toujours été, même si elle est galvaudée, positive et souvent valorisée. Et c'est là justement qu'on doit amorcer un changement culturel dans notre rapport au sport, c'est qu'on n'est plus sur du soft power uniquement. On est aujourd'hui sur un vrai étalon de la puissance, qui est un véritable marqueur et qui doit être considéré, à mon sens, comme de la puissance dure, au même titre que d'autres dimensions. C'est plus du soft, c'est aussi du hard, et ça on commence doucement à l'intégrer. Alors pour terminer, ma dernière question, elle est plutôt sur les JO, donc j'y reviens. Et ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, ils ont été particulièrement pointés du doigt pour tout un ensemble d'externalités négatives, les désagréments liés aux travaux. Les Parisiens qui nous écoutent comprendront tout à fait ce que je veux dire. Le coût des travaux, les inégalités créées justement par les plans de renouvellement urbain dans certaines villes ou dans certains quartiers de l'Île-de-France. Ma question est très simple, c'est est-ce qu'il est toujours pertinent pour une ville et un pays d'organiser des événements aussi pharaoniques que les Jeux Olympiques? Alors, ce qui est assez intéressant avec les Jeux de Paris, c'est que ça sera la première Olympiade depuis 1976 à être sous les 10 milliards. Donc on a respecté le programme initial. Et encore, on aurait pu être sur une Olympiade exceptionnelle. Le renchérissement, il est lié en grande partie à la crise Covid, et donc au coût des matières premières qui a augmenté, au retard lié à ça, et à la question du budget de sécurité. Si on n'avait pas eu le retour de la guerre,
on aurait probablement eu un budget de sécurité nettement moindre, et ça, il faut le considérer. Donc déjà, aujourd'hui, c'est moins coûteux qu'avant. Quand on prend les Jeux de Paris, plus de la moitié est financé par le privé, par des recettes internes, et l'État n'aura pas à avoir, comme c'est le cas au Japon, une note conséquente à régler à la fin. Après, est-ce que c'est encore avantageux? Si ça ne l'était pas, il n'y aurait pas de candidat. Or, aujourd'hui, par exemple, pour 2036, sachant que les Jeux de 2032 ont été attribués à l'Australie et à la région du Queensland, pour 2036, on a déjà plus de 8 candidats. On parle de l'Indonésie, on parle de l'Inde, le Chili s'est positionné, on commence à voir aussi certains acteurs saoudiens, qatariens se positionner. Donc, on a de plus en plus de candidats. S'il n'y avait pas un retour sur investissement et s'il n'y avait pas cette dimension accélérateur de projet, on n'aurait pas autant d'acteurs concernés. Après, les jeux, il faut le rappeler, c'est comme toute manifestation sportive, sont des moyens de faire de l'aménagement des territoires. C'est un accélérateur de projet et on l'a vu, le prolongement de la ligne 14 jusqu'à Orly n'aurait jamais été fait aussi rapidement si on n'avait pas eu justement les jeux. On a reconstruit finalement une partie du 18e autour de l'Adidas Arena aussi pour ça. Alors est-ce qu'on aurait fait ça? Oui, mais en 15 ou 20 ans. Donc il y a une vraie dimension positive sur ça. Après, il y a effectivement des externalités négatives. Beaucoup de Parisiens ne seront pas là pour les Jeux, vont partir. La question des transports n'est pas complètement solutionnée. On a pu voir aussi que certaines des promesses qui avaient été faites ne seront pas complètement tenues. On avait dit qu'on allait revitaliser la Seine-Saint-Denis, qu'on allait offrir des piscines. Force est de constater qu'on va avoir un centre aquatique qui va servir uniquement pour le plongeon et qu'on a transformé la Défense Arena, qui est au départ un stade qui n'est pas prévu pour ça, en piscine pour éviter d'avoir un éléphant blanc. C'est bien, mais on a un équipement dont on va se servir quand même modérément. On a aussi un héritage sportif, c'est-à-dire qui va être limité. Ok, on aura des médailles, probablement 48. Par contre, ce qu'on voit, c'est, 48 ou un peu plus, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas changé la manière des Français de faire du sport. C'est-à-dire la manière pour eux de s'emparer du sport. On a des beaux discours. Aujourd'hui, quand on regarde la réalité des politiques publiques en place et leur efficacité, elle est très limitée. Malgré un vrai investissement de la part de certains acteurs. Du point de vue diplomatique, c'est pareil. Il y a eu une prise de conscience de ce que ça pouvait apporter, mais on n'a pas encore été capable d'aller encore plus loin dans cette dimension-là. J'ai peur que moi les Jeux de Paris soient une fête réussie, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle, mais qu'il y ait un goût amer après, parce qu'on va se dire probablement qu'on aurait pu faire plus. Et puis il y a d'autres questions qui vont se poser. La justice s'intéresse beaucoup à l'organisation des Jeux, à la fois au niveau du comité d'organisation et autour. Et il n'est pas impossible qu'on ait, comme ça a été le cas au Japon, des procédures. Sûrement pas de la même ampleur, mais en tout cas la justice est en train de se poser des questions. Espérons qu'on n'ait pas de mauvaises surprises avec ça. Et là, quand on parle d'externalité négative, dans le bilan qu'on en fera, c'est ça. Est-ce que les Français feront plus de sport? Est-ce qu'ils seront fiers d'être Français? Est-ce que derrière, notre pays se sera amélioré en infrastructure, en capacité d'accueil et aura été plus attractif? C'est ça qu'on évaluera. Et puis on montrera aussi au monde, si on les réussit, qu'on a été capable d'accueillir l'humanité. Si on échoue, ça risque d'être catastrophique, parce qu'on aura du mal à remontrer avec la même intensité ce qu'est la France. Et une France sûre et sécure, c'est quand même pas une garantie aujourd'hui. Et donc on doit être dans quelque chose qui doit être... qui appelle une certaine forme de réserve. Donc on attendra avec impatience la fin de l'événement pour en tirer le bilan. Mais aujourd'hui... on reste un peu sur notre faim. Alors je le rappelle pour celles et ceux qui voudraient aller encore plus loin que cet entretien, donc vous êtes l'auteur, le récent auteur avec Lecas Aubin de La guerre du sport aux éditions Talendier, et pour celles et ceux qui n'en auraient pas encore assez de Kylian Mbappé, vous avez aussi écrit avec le journaliste Clément Pernia, Révolution Mbappé. Donc merci beaucoup Jean-Baptiste Guégan et à bientôt pour peut-être une nouvelle interview concernant l'après Jeux Olympiques.